Hightech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre Degénaro. Bonjour à tous et merci de nous suivre, toujours de plus en plus nombreux pour un nouvel épisode de notre podcast. Félicitations, vous avez trouvé le bon candidat. Il a signé et il rejoint votre entreprise ou votre équipe dans quelques semaines. Mais attention, tout n'est pas encore joué. Il reste une phase importante du recrutement qui est l'intégration de cette nouvelle recrue. Les premières semaines sont primordiales pour faire de ce recrutement un succès. Du coup, avez-vous préparé et mis en place un bon plan d'intégration? Notre invité aujourd'hui est professeur en management à l'Université de Paris-Dauphine et il est le co-auteur du livre intitulé « L'intégration des nouveaux collaborateurs, enjeux et outils pour le développement de l'entreprise » publié aux éditions Duno. Serge Perrault dirige différentes études sur le sujet. Il est spécialiste de l'engagement des collaborateurs et de l'intégration des nouvelles recrues. Serge Perrault, bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Alors, beaucoup de moyens, d'énergie, d'argent parfois sont déployés pour attirer et convaincre les meilleurs talents, mais une bonne partie de ce recrutement se joue également dans l'intégration de la nouvelle recrue, étape qui est parfois négligée par les entreprises. Quelles sont pour vous les 3 erreurs venant de l'entreprise les plus fréquentes dans cette étape qui est finalement fondamentale pour l'intégration d'un nouvel employé? Oui, effectivement, le recrutement, la réussite du recrutement n'est pas jouée au moment où on signe le contrat. Elle se joue pendant les premiers mois, pendant cette période d'onboarding ou d'intégration. Alors, je dirais pas tellement que c'est un sujet négligé dans le sens où il y a quand même maintenant la plupart des entreprises qui ont des dispositifs qui sont mis en place, y compris dans les petites structures, dans les startups aujourd'hui, il y a quand même pas mal de programmes d'onboarding. En revanche, effectivement, il y a je ne sais pas si on peut appeler ça des erreurs, mais en tout cas des pistes d'amélioration par rapport aux pratiques existantes que je peux observer. Et je mettrais, il y a 3 idées qui viennent à l'esprit. La première idée, elle concerne le timing. Le timing, c'est plusieurs choses. C'est la question de digérer une quantité d'informations importante dans le temps, donc d'étaler un petit peu les choses. L'idée, c'est de pas tout faire sur une journée d'intégration, mais d'avoir un certain étalement pour permettre la digestion. Le timing, c'est aussi de savoir à quel moment est-ce qu'on a besoin de telle ou telle chose. 2 collègues qui avaient fait une recherche, Lacaze et Chandon, qui avaient fait une recherche dans le secteur des fast-food, qui montrait que dans les 3 premiers mois, ils avaient suivi donc pendant 3 mois des nouvelles recrues. Et ils montraient que au début, les gens ont d'abord et avant tout besoin de connaître des choses très opérationnelles sur leur travail. Puis vers le 2e mois, la dominante, c'est plutôt les collègues, le réseau, etc. Et seulement dans un 3e temps, le 3e mois, on commence à avoir un peu de temps pour regarder un peu plus largement ce qui se passe et comprendre un peu son entreprise, etc. Donc, évidemment, c'est pas une règle absolue. C'est cet ordre-là. Ça peut être un ordre inverse dans d'autres contextes. C'est juste pour illustrer le fait que, il y a un timing. Il faut regarder à quel moment est-ce qu'on a besoin de telle ou telle chose. Et puis, toujours sur l'idée de timing, il y a la question aussi de la durée process d'intégration, qui est, je pense, souvent pensée de manière assez courte. De mon point de vue, en tout cas, c'est un process qui prend du temps. Je pense à une entreprise dans le secteur du bâtiment qui avait conçu un programme d'intégration de 2 ans. Donc, ce qui est un peu hors norme par rapport à ce qui se fait d'habitude, mais je trouvais ça très positif et qui, du coup, pouvait coupler, en fait, la question de l'intégration à un début d'orientation dans le groupe et donc de gestion de carrière avec un objectif de fidélisation et d'attractivité. Voilà, donc on peut le penser, je pense, un peu davantage dans la durée. Donc voilà, première piste de réflexion d'amélioration des dispositifs, c'est tout ce qui concerne le timing, en fait, des différentes pratiques. Du coup, par rapport à ce timing, puisque vous en parlez, la durée du plan d'intégration en moyenne pour vous, par rapport à ce que vous avez remarqué, alors je pense que ça dépend bien sûr de chaque entreprise, chaque environnement, mais quelle est en moyenne la bonne durée d'un plan d'intégration? Alors c'est très difficile à vous répondre parce que, comme vous l'avez évoqué, les contextes sont très différents. C'est-à-dire que si je recrute dans un fast-food un coéquipier, ce qui va compter, ça va être qu'il soit opérationnel rapidement et peut-être qu'il ou elle n'a pas envie de faire carrière et que on est sur un recrutement, un CDD, une courte durée, etc. Et auquel cas,
La durée peut être assez courte, c'est savoir tenir le poste. Je peux avoir pour ce même poste, pour cette entreprise, des gens qui viennent au contraire pour faire carrière, et auquel cas l'optique est différente. Je peux avoir des recrutements en CDI avec vraiment une perspective de développement, de fidélisation, etc. Donc voilà, selon les contextes, pour moi, il n'y a pas de bonne durée. Il y a surtout des objectifs qu'on peut se fixer. Et en fonction des objectifs qu'on se fixe, on les gère, on les étale dans le temps. Donc on pourra y revenir, si vous voulez, sur la question des objectifs d'intégration. Donc je pense qu'il n'y a pas de bon timing, mais ce que j'observe, c'est qu'on a souvent tendance à penser l'intégration de manière assez courte, un petit peu trop courte à mon avis, dans le sens où pour moi l'intégration c'est un processus qui est continu. Et en général, on raisonne à entreprise constante, dans le sens où la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que une nouvelle personne va s'intégrer dans une entreprise donnée. Oui, mais l'entreprise, elle évolue. Et donc, la question de l'intégration, elle se pose même pour des gens qui sont là depuis longtemps, dans le cas où l'entreprise évolue. Moi, j'avais suivi, par exemple, un travail de recherche sur une entreprise qui se transformait totalement. Et en fait, le vrai problème d'intégration, il n'était pas tellement pour les nouveaux, mais plutôt pour les anciens, qui étaient à choisir un peu un chemin entre je reste sur l'ancien modèle ou est-ce que je rejoins le modèle. Donc, vous voyez, on a dans ce cas-là une problématique qui se pose vraiment sur des populations qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, l'idée c'est de dire que l'intégration, c'est pas juste une journée d'intégration, c'est un processus qui est long, qui est continu, évidemment qui est beaucoup plus intense au début, les premiers mois, et qui selon les contextes est particulièrement intense pendant quelques jours, semaines, ou finalement ça peut aller sur 1 an, 2 ans, voire plus. D'accord. Et par rapport à toutes les études que vous avez faites, les recherches, qu'est-ce qui se passe chez le candidat? Quelles sont les raisons qui le poussent à quitter assez rapidement l'entreprise, souvent dans cette période d'essai? En général, d'où vient la déception? Alors, il peut y avoir plein de raisons. Je vais passer sur toutes les raisons de type individuel. J'ai mon conjoint qui a une proposition d'expatriation au moment où je commence mon job, etc. On va mettre de côté tous les aspects un peu particuliers, individuels, qui sont indépendants de l'entreprise. Moi, j'aime bien imaginer de répondre à cette question-là avec l'idée qu'on joue un rôle. Finalement, on prend, quand on commence un nouveau job, on a un rôle à jouer. Et il y a un concept qui est intéressant là-dessus, c'est l'idée de tension de rôle, c'est-à-dire finalement d'un décalage qui peut être ressenti entre le rôle que je joue et ce que je suis. Alors ce décalage, il porte sur 2 choses, sur les aspects un peu d'apprentissage, c'est-à-dire est-ce que je suis en mesure de jouer ce rôle-là? Et ben quand on commence un nouveau job, on peut avoir une marche à franchir, un certain nombre d'apprentissages à effectuer. Et puis il y a aussi l'idée au-delà de l'apprentissage, de l'intériorisation, c'est-à-dire est-ce que finalement ce rôle ça me convient, même si je sais le faire. Je peux très bien savoir faire quelque chose, et pour autant ne pas me reconnaître dedans ou être en désaccord avec les valeurs, la mission, la finalité, etc. Un exemple typique, c'est que sur l'évaluation des compétences, en général, on sait assez bien faire, et donc le fit entre la personne et l'entreprise, de ce point de vue-là, il peut toujours y avoir des ratés, mais je pense pas que ce soit le problème dominant. En revanche, ce que je vois beaucoup, notamment sur les jeunes diplômés qui sont mes étudiants là quand ils commencent à travailler, c'est pas tellement un problème de compétences, c'est plutôt des questions d'adéquation avec la culture de l'entreprise, par exemple. Donc ça rejoint le processus d'intériorisation. Et donc finalement, le fit, il se construit à la fois en amont, au moment du recrutement, c'est-à-dire est-ce que j'ai quelqu'un qui correspond à peu près, mais il se construit aussi après, pendant la période d'intégration. Et c'est là où parfois on se rend compte que y a un décalage entre la finalité, entre la culture, la façon de fonctionner dans une entreprise, etc. et ce qu'est réellement le candidat, qui fait que ça ne colle pas tout à fait. Donc le fit positif qu'on avait perçu en amont ne se retrouve pas tout à fait quelques mois plus tard. D'accord, donc c'est important en amont, dans le recrutement, dans les entretiens, d'être assez transparent avec le candidat sur ce qu'on attend de lui, sur les objectifs. Et ensuite, quand il entre en poste, de lui donner tous les outils et les moyens pour mettre en place sa fonction. Et si justement, comme vous dites, il a des nouvelles étapes, des développements dans ses compétences ou par exemple, il prend une fonction de manager ou autre, il faut qu'il ait aussi les outils et le support pour y arriver finalement. Oui, ça c'est sur l'aspect apprentissage du rôle.
Et puis après sur l'aspect intériorisation, sur l'aspect est-ce que ça colle quoi avec la culture dans l'entreprise, est-ce que ça me correspond, est-ce que je suis fait pour travailler de cette manière-là, est-ce que je suis en phase avec les valeurs, la culture. On a pas mal de startups qui se positionnent d'ailleurs sur ce créneau en recrutement pour essayer d'évaluer avant le recrutement s'il y a une compatibilité forte ou faible entre la personne recrutée et la culture de l'entreprise. Là, qu'est-ce que vous conseillerez à un auditeur qui nous écoute, qui doit justement accueillir un nouveau collaborateur et créer un plan d'intégration? Quelles seraient les étapes, sur quoi il doit se concentrer? 3, 5, 6 étapes qui sont vraiment importantes, qu'il va pouvoir mettre en place pour ce nouveau collaborateur? Alors, c'est vrai que si on raisonne en étapes, on a, de manière assez générale, je dirais des étapes de type lune de miel au départ, au sens où au départ ça se passe plutôt bien. C'est comme dans un couple, hein, ça commence toujours très bien, puis après il y a ce que j'avais travaillé pour des startups, ils appelaient ça la vallée de la mort. Hein. Au début on est très content, et puis après il faut s'accrocher, il faut arriver à faire ses preuves, etc. Donc c'est un moment difficile. Puis après soit ça marche pas, soit au contraire on arrive à s'intégrer, etc. Donc ça, mais c'est des étapes très générales. Donc je suis pas sûr que ce soit très aidant pour construire justement un plan d'intégration. Parler d'étapes, ça suppose que ça se passe un peu de la même manière pour tout le monde. Or, les observations qu'on a effectuées sur des cas divers et variés montrent que c'est précisément pas tout à fait la même chose d'un contexte à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc, pour moi, je raisonnerais pas tellement en étapes, mais plutôt en démarche. Quand j'accompagne moi, des entreprises sur ces sujets-là, je leur suggère de formaliser les choses dans une matrice d'objectifs qui croise les différents domaines d'intégration. Donc, c'est le travail, savoir faire son travail, le réseau, les gens, les collègues, le manager, le réseau interne, etc. Et puis l'entreprise elle-même, connaître son histoire, ses process, sa culture, etc. Donc on a 3 grands domaines classiquement. Et puis croiser ça avec des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Et donc on arrive à mettre sur papier, dire ce qui est le plus important et à quelle échéance. Ça peut être un objectif tout simplement de prise de poste à court terme. Ça peut être un objectif d'adéquation et de compréhension, d'adhésion à la culture de l'entreprise. Et donc, en fonction des objectifs qu'on se donne et qui sont prioritaires pour l'entreprise, on va pouvoir imaginer tout un tas de pratiques adaptées à la situation et surtout adaptées aux objectifs. C'est pour ça aussi que on raisonne souvent en termes de benchmark, mais pour moi, je pense que c'est plus astucieux de raisonner de cette manière avec des objectifs, parce qu'une même pratique peut servir des objectifs différents. Donc, il vaut mieux partir des objectifs que des pratiques. Je donne un exemple. Si je prends la question du parrainage, si vous mettez à une nouvelle recrue un parrain qui est dans le même job que lui, qui est son manager ou quelqu'un qui fait le même job que lui, en tout cas, en quoi va consister le parrainage? Principalement à lui apprendre à faire le métier de la même manière que ce que les gens faisaient avant. Ce qui peut être un objectif recherché, auquel cas c'est très bien. Mais vous pouvez aussi avoir un parrain qui justement n'a rien à voir avec le métier de la nouvelle recrue et qui va plutôt expliquer comment ça marche ici, comment ça se passe, et donc avoir plutôt un décodage de la culture d'entreprise qu'un apprentissage technique du métier. Vous voyez, donc dans les 2 cas, on va appeler ça parrainage, mais on poursuit en réalité des objectifs très différents. C'est pour ça que moi je suggère plutôt de procéder en termes de démarche avec une matrice d'objectifs, court terme, moyen terme, long terme. Et en fonction des objectifs qu'on décide, on va pouvoir, par le benchmark, avoir une idée de plein de pratiques et puis la décliner de la manière la plus adaptée à son contexte. D'accord. Dans les 3 points que vous donniez, le travail, réseau et entreprise, au niveau du réseau, vous avez des outils à nous donner, justement des étapes qui pourraient être intéressantes à mettre en place justement pour aider le collaborateur à créer son réseau ou à s'intégrer? Oui, il y a pas mal de pratiques qu'on peut imaginer là-dessus. Les plus simples, c'est par exemple d'avoir un petit déjeuner, un déjeuner avec le manager, l'équipe, etc. J'avais rencontré une entreprise qui avait fait par exemple, il avait pris sur le budget la possibilité pour le manager d'inviter à déjeuner ces nouvelles recrues, qui permettait de susciter un peu, alors des choses qui peuvent se faire naturellement indépendamment de ça, mais on peut aussi inciter et donc créer des occasions de rencontrer les gens. Après, on peut formaliser ça peut être des petits déjeuners de rencontre, des déjeuners de rencontre, etc. Une autre idée, c'est les parcours de rendez-vous. Donc là, on va partir par exemple de votre mission en se disant, pour accomplir votre mission, vos interlocuteurs, les gens que vous devez connaître
en interne et éventuellement en externe d'ailleurs, c'est un tel. Et donc, on va programmer un ensemble de rendez-vous avec les acteurs clés pour la réussite de votre projet, ce qui vous permet déjà d'avoir le réseau utile à court terme. Après, il y a plein de choses sur les after-work, il peut y avoir plein d'outils et de dispositifs pour faciliter le réseau, mais les parcours de rendez-vous, je trouve que c'est un dispositif qui est en général assez utile et qui permet de faire rencontrer les personnes utiles à la réalisation de sa mission. D'accord. Dans le recrutement d'un spécialiste, d'un ingénieur, d'un cadre, on a souvent des périodes d'attente, de résiliation de contrat du candidat qui peuvent être plus ou moins longues. Donc, c'est-à-dire qu'entre le moment où le candidat signe et donne son accord pour venir dans l'entreprise et le moment où il a son premier jour, il y a parfois 3 mois, voire beaucoup plus. Est-ce que dans cette période, on devrait aussi faire une pré-intégration en quelque sorte? Est-ce qu'il y aurait aussi des choses à faire pour essayer de déjà profiter de cette période? Oui, c'est finalement toutes les pratiques qui se situent avant le premier jour. Consiste à préparer l'arrivée. On peut mettre pas mal de pratiques intéressantes dans cette catégorie-là. En interne, il peut y avoir des choses qui visent à préparer sur le plan logistique, par exemple. Quand on interroge les gens sur les bugs d'intégration, on a parfois des arrivées où le manager qui devait accueillir est pas là, où le bureau est pas prêt, le badge n'est pas prêt, il n'y a pas d'ordinateur, etc. Donc il y a plein d'aspects logistiques qui peuvent être faits en amont. On peut prévenir aussi les collaborateurs, les autres, de l'arrivée de quelqu'un. Et puis on peut réfléchir à un lien, maintenir le lien entre la personne qui va être recrutée et l'entreprise pendant les quelques mois que vous évoquiez. Alors, avec un exemple tout simple qui me vient à l'idée, c'est le recrutement d'un cadre qui devait travailler sur un projet. Le projet, il y avait déjà un certain nombre de réunions qui avaient lieu avant son arrivée. Il a été convié à ces réunions-là, donc de manière très ponctuelle, simplement pour suivre un petit peu le dossier qu'il aura à gérer dans 2-3 mois. Donc oui, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avant. Je parlais tout à l'heure de la quantité d'informations à digérer, typiquement, choses qui peuvent se prévoir avant, par exemple, d'envoyer des goodies, ça peut être une clé USB avec un certain nombre d'informations dedans, peu importe la forme, mais de laisser à la personne le temps de se plonger un peu dans certaines infos et une découverte un peu plus approfondie de l'entreprise qui va rejoindre. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est ça. Alors, par contre, c'est quelque chose qui est assez souvent négligé. C'est ces 2-3 mois entre la signature et l'arrivée du candidat, où là, parfois, le contact est rompu pendant 2-3 mois. Il y aurait pourtant beaucoup de choses à faire pour garder ce contact. Déjà, donner pas mal d'informations au candidat et s'assurer aussi qu'il reste engagé sur cette opportunité, parce que c'est vrai que un candidat qui décide de quitter son poste, il est toujours contacté autour et a souvent beaucoup d'opportunités. Et on voit parfois des candidats qui saisissent d'autres opportunités. Alors, c'est pas forcément la bonne solution, mais c'est quand même une période qui est importante entre le moment de la signature et le moment d'entrée. Oui, et si on reprend un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, là, les différents domaines, pour imaginer des pratiques en fonction des objectifs qu'on se donne et d'illustrer un peu cette démarche-là. Et si on applique ces 3 domaines à cette période-là, pour le travail, prendre son job, on a par exemple le cas que j'évoquais où vous conviez la personne à une réunion pour tel projet pendant cette période-là, de manière à ce que il y ait une info sur l'évolution du projet que vous aurez à gérer une fois recruté. Si on raisonne sur l'aspect réseau, collègues, etc., ça peut être de convier la personne à un événement, des rencontres, un pot après le travail tout simplement, ou des choses comme ça. Et sur l'entreprise, ça peut être l'idée d'envoyer des infos, une clé USB avec une présentation plus fine de l'histoire de l'entreprise, de ses projets. On peut imaginer plein de choses pour de ces domaines-là dans ce laps de temps qui va de l'accord à l'entrée effective. D'accord. Une dernière question, Serge Perrault. Pendant cette phase d'intégration, selon vous, par rapport à ce que vous voyez, quel est le bon timing pour rencontrer le candidat et faire un point avec lui? Combien de fois par mois, par année? Qu'est-ce qui pour vous est intéressant dans le fait de revoir, que ce soit au niveau des ressources humaines ou au niveau de son manager, de prendre un moment, de s'asseoir et de faire un point justement sur cette intégration? C'est une bonne question, c'est pas évident de répondre à ça. Alors pour 2 raisons. La première, c'est qu'à nouveau, il peut y avoir des différences de contexte, évidemment. Donc j'ai
je dirais une première réponse, c'est de dire de faire un point avant la fin de la période d'essai, par exemple. Ça, c'est une première réponse possible. Mais pour moi, c'est un petit peu les mêmes risques. Si on prend le sujet de l'entretien annuel, c'est un peu les mêmes risques que pour ce dispositif-là. Vous voyez, c'est une pratique qui est pas mal remise en cause en ce moment. Parce que dans l'idée, c'est très bien, mais en pratique, ça marche pas aussi bien que ça ne devrait, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est une fois par an, etc. Et donc, vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont renoncé à ce dispositif d'entretien annuel. Alors, je ne veux pas changer de sujet, on reste sur l'intégration, mais de la même manière, l'avantage de formaliser les choses, de mettre des entretiens de suivi, etc., c'est très bien. Mais c'est comme pour tous les process qu'on met en place, c'est très bien parce que ça a le mérite de faire exister un certain nombre de choses. Mais le côté négatif, c'est que du coup, on se dit, c'est géré. On a un process d'intégration, donc c'est géré, donc je m'en occupe plus. Et c'est là qu'on a un effet pervers, qui est que, justement, il y a l'intégration, c'est pour moi beaucoup le relationnel avec son manager, avec ses collègues, avec ses clients, etc. Et donc, quels entretiens est-ce qu'on doit mettre en place? Je pense que d'avoir un échange, même très bref, de prendre des nouvelles, de s'intéresser, etc., un peu au quotidien, même si c'est 2 minutes par jour, d'aller déjeuner de temps en temps, ou un point très fréquent, mais bref, à mon avis, aura peut-être plus d'impact qu'un entretien au bout de 3 mois, etc. Donc, j'aurais tendance à dire, de manière assez rapprochée au départ et un peu plus éloignée après, mais pas forcément sous un aspect de process formalisé, même si ça a le mérite de faire en sorte que les choses existent, mais tout simplement avec plutôt un manager ou des collègues qui ont le souci qui donc vont pouvoir échanger même très brièvement, mais assez fréquemment au départ, puis juger de la possibilité d'être un peu moins dans un dialogue un peu moins fréquent au fil du temps. Serge Perrault, on arrive au bout de cette interview. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. À côté de votre livre, on mettra d'ailleurs un lien dans l'épisode. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de suivre un peu vos travaux? Oui, j'ai publié des synthèses d'articles sur theconversation.com, qui est un site qui est dédié à la publication de synthèses d'articles écrites par des universitaires. Et donc, sur theconversation.com, j'ai fait une petite série sur le sujet. Voilà, et puis je mets sur mon profil LinkedIn, en général, des publications récentes. Parfait. Écoutez, on va mettre des liens dans les notes sur ces possibilités de suivre un peu vos travaux. Encore merci pour le temps que vous avez consacré. Merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la suite de vos projets. Merci. Au revoir. Au revoir. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion, ainsi que les liens, sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hightech-talent.com. N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast@focustalent.com. Là aussi, je vais vous l'épeler. Donc, c'est podcast@focustalent.com. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.